En 1944, un pilote disposait de 30 secondes pour faire un choix impossible. Suivre ses ordres et protéger sa carrière, ou défier le commandement et sauver la vie de 1000 Marines. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire de courage rare à notre époque. C'est l'histoire d'un homme, le major Robert Cowboy Stout, qui décida que faire ce qui était juste comptait plus que d'obéir aux ordres. Son histoire se déroule le 12 septembre 1944, dans le ciel au-dessus du Nil. La plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler de Peleliu. Ce lieu, un minuscule caillou volcanique et corallien dans la chaîne d'îles Palaos, allait bientôt devenir un nom murmuré avec la même révérence et horreur que Tarawa ou Iwo Jima. Le haut commandement américain préparait l'une des plus grandes attaques amphibies de la guerre du Pacifique. 28 000 Marines de la première division de Marines, beaucoup d'entre eux vétérans aguerris de la campagne de Guadalcanal, naviguaient à ce moment même vers l'île, prêts à débarquer dans seulement 3 jours. Leur mission était de s'emparer d'un aérodrome japonais critique, et les planificateurs à Pearl Harbor estimaient que cela prendrait au maximum 4 jours. Mais il y avait un problème, et un problème mortel. Les rapports de renseignement, ces mêmes documents sur lesquels les amiraux basaient leurs plans, avaient assuré à la flotte que la puissance aérienne japonaise sur Peleliu était inexistante. Les principaux aérodromes, disait-il, étaient abandonnés, probablement détruits par des raids de bombardement précédents. C'était considéré comme une menace inexistante. Mais en guerre, il faut toujours vérifier. Pour confirmer cela, l'USS Hornet, un porte-avions légendaire qui avait déjà connu de durs combats, envoya un pilote en mission de reconnaissance simple. Ses ordres étaient clairs: survoler l'aérodrome nord, laisser l'appareil photo automatique de son avion prendre les photos, puis revenir directement. Il avait reçu un ordre explicite: ne pas engager l'ennemi, seulement prendre des photos. Ce pilote était le major Robert Cowboy Stout. Stout n'était pas un novice cherchant la gloire. À 28 ans, il était presque un vieil homme pour un pilote de chasse dans une guerre où la moyenne d'âge était plus proche de 20 ans. Il avait à son actif 63 missions de combat, un nombre que peu de pilotes atteignaient. Il avait été au cœur de l'action, affrontant les agiles Mitsubishi Zero japonais, volant à travers des tempêtes qui gardaient les autres hommes au sol et atterrissant sur le pont instable d'un porte-avions. C'était la main sûre dont on avait besoin pour une simple mission photo. Il était fiable. Il suivit ses ordres tandis que son F-6F L4 survolait l'aérodrome nord à 2400 mètres d'altitude. L'appareil photo de son fuselage cliquetait rythmiquement, mais Stout ne se fiait pas seulement à une machine. Il regarda de ses propres yeux et son sang se glaça. L'aérodrome n'était pas abandonné. Il n'était pas endommagé. C'était un nid de frelons. Il était bondé, aile contre aile, de dizaines d'avions japonais. Il reconnut immédiatement les formes fines et mortelles des Mitsubishi Zero, alignés aux côtés de bombardiers Nakajima. Tous étaient alignés, armés et ravitaillés par des escouades de terrain. Il les compta rapidement. Au moins 40 avions, et probablement davantage cachés sous la canopée de la jungle. Ils ne se cachaient pas, ils se préparaient. Et Stout savait exactement ce qu'ils attendaient. Ils attendaient cette flotte d'invasion américaine. Ces 40 avions formaient une embuscade parfaitement placée. Un poignard pointé au cœur de l'invasion. Ils étaient prêts à massacrer les Marines et leurs navires de débarquement, avant même qu'ils ne touchent la plage. On entend des histoires comme celle-ci, mais il est difficile de saisir pleinement le courage soudain que demande une telle action. Si vous croyez que ces histoires de la plus grande génération doivent être racontées et rappelées, prenez un instant pour appuyer sur ce bouton d'abonnement. Stout était désormais dans la pire position de sa carrière militaire. Sa formation, ses ordres et toutes les règles étaient claires comme de l'eau de roche. Vous repérez l'ennemi, vous communiquez les coordonnées et vous vous retirez. Vous rapportez, vous n'engagez jamais le combat, surtout pas seul contre un aérodrome entier qui repère sans aucun doute son L4 solitaire et prépare ses canons anti-aériens. Mais Stout comprenait aussi comment fonctionnait l'armée. Il connaissait la bureaucratie. Il visualisait la chronologie. Le temps pour lui de retourner à l'Hornet, d'atterrir, de s'attacher à une chaise dans la salle de débriefing et d'essayer de convaincre un officier du renseignement sceptique que les rapports officiels étaient complètement erronés. Le temps que cet officier convainque le chef des airs, que ce dernier convainque l'amiral,
et que l'amiral organise une force complète de bombardiers et de chasseurs, des heures passeraient. Peut-être une journée entière. Les Japonais ne resteraient pas figés à attendre. Dès qu'ils auraient su qu'ils avaient été repérés, ils disperseraient leurs avions. Ils les cacheraient dans des tranchées dans la jungle, ou pire, les lanceraient immédiatement contre la flotte. Les Marines, sur leur bateau, à seulement 3 jours d'arrivée, n'avaient pas le temps de suivre la procédure habituelle. Ils avaient besoin que cette menace disparaisse maintenant, pas demain. Que se serait-il passé ? Imaginez la scène. Les pilotes japonais auraient attendu que les navires de transport américains soient chargés et immobiles, déchargeant les hommes dans les vulnérables bateaux Higgins non blindés. Puis ces 40 avions auraient décollé en vagues successives. Ils seraient venus basses et rapides, mitraillant les embarcations, larguant des bombes parmi les transports, transformant les plages en zones de massacre. Stout en avait déjà vu les effets. Il avait assuré un appui aérien rapproché à Tarawa, où des avions japonais avaient semé le chaos lors des premières vagues. Impuissant, il avait regardé des bombardiers cibler ces bateaux bondés. Des hommes mourant par dizaines, avant même d'avoir une chance de se battre. Les Marines débarquant à Peleliu allaient affronter l'une des îles les plus fortifiées au monde, un labyrinthe de 500 grottes fortifiées et de blocos entrelacés. Ils allaient affronter l'enfer sur terre, mais avec le droit de le faire debout, sur la plage, un fusil à la main. Pas d'être massacré dans l'eau, comme du poisson dans un tonneau. Stout regarda ses jauges. Il avait 6 mitrailleuses Browning calibre 50, 2400 cartouches au total. C'était environ 12 secondes de tir continu. Pas assez pour abattre 40 avions, un par un. Mais alors qu'il tournoyait, l'adrénaline montant, il vit que les Japonais avaient commis une erreur fatale et arrogante. Dans leur hâte à préparer l'embuscade, ils avaient serré les avions très proches les uns des autres, et juste à côté, en rangées ordonnées, s'empilaient des barils de carburant de 55 gallons. Ils ne volaient pas un bombardier, ils volaient un allumette. Stout n'était pas impuissant, mais il était seul. Il pilotait l'avion de guerre le plus remarquable de la guerre, le Grumman F-6F Hellcat. Pour les hommes dans ce public, nombreux à avoir construit des maquettes de cet avion, le Hellcat était plus qu'un avion. C'était la cavalerie dans les premiers jours du Pacifique, de Pearl Harbor à 1943. Les pilotes américains avaient été hantés par le Mitsubishi A6M-0. Le Zéro était un prodige d'ingénierie, incroyablement léger, étonnamment agile. Il pouvait tourner sur place, grimper comme une fusée et surpasser presque tout. Les Alliés, avec leurs F-4F Wildcats, devaient compter sur du courage pur et des tactiques spécifiques de combat à la Quad Zero, comme le Quad 6, juste pour survivre. Mais le Hellcat changea la guerre. Conçu de fond en comble pour une mission, tuer le Zéro. Les ingénieurs Grumman, écoutant les rapports des pilotes de combat, construisirent le F-6F non pas pour surpasser le Zéro en virage, mais pour le submerger. Le Hellcat était un brute. Il était construit autour du moteur radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 chevaux. Un moteur radial de 2000 chevaux qui lui donnait une vitesse incroyable, une plongée et un taux de montée fantastique. Contrairement au Zéro, célèbre pour sa fragilité et son absence d'armure pour économiser du poids, le Hellcat était construit comme un tank volant. Il avait un blindage pour le pilote, un pare-brise résistant aux balles et surtout des réservoirs de carburant auto-obturants. Un Hellcat pouvait être criblé de balles et ramener son pilote sain et sauf. Et puis, il y avait la puissance de feu. Le Hellcat portait 6 mitrailleuses Browning calibre .50, la mythique Madius, avec 400 cartouches par arme. Cela faisait 2400 cartouches de mitrailleuses lourdes prêtes à déchiqueter un fragile Zéro en une rafale de 2 secondes. 3 mois seulement avant le vol de Stout, en juin 1944, le Hellcat avait prouvé sa domination absolue lors de ce qu'on appela la Grande Tuerie des Mariannes, l'une des plus grandes batailles de porte-avions de la guerre. Les pilotes américains de Hellcat, souvent mieux formés que leurs homologues japonais, avaient décimé la force aérienne navale japonaise. Ils abattirent plus de 300 avions ennemis en une seule journée, ne perdant qu'une trentaine des leurs. Le Hellcat était le roi incontesté du ciel. Alors que Cowboy Stout tournoyait au-dessus de Peleliu, il savait qu'il pilotait le meilleur outil pour la mission.
Mais il n'était pas dans un combat aérien. Il était un avion contre tout un aérodrome. Il n'avait pas de bombes. Il n'avait pas de roquettes. Tout ce qu'il avait, c'était ses 6 mitrailleuses et ses 12 secondes de tir. Il savait qu'il ne pourrait pas mitrailler 40 avions un par un, mais ce n'était pas nécessaire. Il fallait juste qu'il touche ses barils de carburant. La décision prit moins de 30 secondes. Il poussa les gaz à fond, plongeant le gros Hellcat dans une forte descente. L'altimètre défilait rapidement alors qu'il plongeait vers la canopée de la jungle. Son plan était brutalement simple. Venir vite et bas, sous le radar des batteries anti-aériennes principales. Toucher d'abord les barils de carburant et s'échapper avant même que les artilleurs ne réagissent à 200 mètres d'altitude. Il se stabilisa, poussant les gaz à fond. Le moteur Double Wasp rugissait à plein régime, tandis que le Hellcat atteignait près de 640 km/h. Les arbres floutaient comme un tapis vert sous lui, alors qu'il descendait à peine à 15 mètres au-dessus de la jungle. L'aérodrome apparut soudainement à travers une trouée dans les arbres. Il vit les équipes au sol japonaises lever la tête, leurs visages figés entre confusion et terreur, alors que le chasseur américain, un requin parmi eux, rugissait au-dessus. Certains restèrent figés, paralysés, d'autres se jetèrent à terre. Aucun ne parvint à rejoindre son poste anti-aérien à temps. Stout se positionna face à la rangée nord d'avions. Il visa non pas un avion, mais un grand groupe de barils de carburant empilés entre 2 bombardiers. Il pressa la détente. Les 6 mitrailleuses ouvrirent le feu simultanément. Leur rugissement combiné couvrait même le bruit du moteur. Les traçantes, visibles même en plein jour, traversaient la piste d'envol, tranchant la fine peau d'aluminium d'un zéro. Le chasseur trembla sous les impacts, du carburant jaillit de ses réservoirs percés. Mais Stout concentra son feu sur la cible principale. Ses balles calibre 50 martelaient le groupe de barils. Ils se désintégrèrent. Le carburant s'atomisa et explosa dans une énorme boule de feu qui engloutit instantanément les 2 bombardiers. L'explosion fut plus importante que ce que Stout avait anticipé. Les flammes s'élevèrent à plus de 15 mètres dans les airs. La déflagration secoua violemment son Hellcat, tandis qu'il tirait un virage en montée. Il jeta un coup d'œil en arrière. Derrière lui, le feu se propageait à une vitesse terrifiante. Le premier zéro en flammes avait enflammé un avion juste à côté. Ce feu, alimenté par la rivière de carburant enflammée sur la piste, se propagea à un autre, puis à un autre encore. Chaque réservoir d'avion explosait à son tour, déclenchant la suivante. En quelques secondes, la moitié de la rangée nord était une muraille de feu. Les équipes au sol japonaises couraient dans tous les sens, abandonnant toute tentative de sauver les avions. C'était trop tard. Les artilleurs anti-aériens, sortis de leur choc, atteignirent enfin leur poste. Le ciel autour de Stout commença à se remplir de bouffées noires de flaques et des traçantes rouges furieuses. Stout grimpait déjà, zigzagant pour déjouer leur visée. Il sentit les impacts vibrer dans la structure de l'avion. Boum, 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 alors que des obus de 20 mm traversaient sa queue. Des voyants d'alerte clignotaient sur son tableau de bord, mais le moteur R2800 continuait à tourner fort. Il vira brutalement à droite, prenant de l'altitude, puis fit un second passage. Il regarda en bas. Le spectacle de destruction était incroyable. Près de 20 avions brûlaient violemment. Une épaisse colonne noire de fumée montait dans le ciel. Un bûcher funéraire visible à plusieurs kilomètres. Mais sa mission n'était pas terminée. À l'extrémité sud du terrain, au moins 20 avions restaient intacts. Les équipes au sol tentaient de les disperser, mais elles étaient déjà trop lentes. Stout vérifia son compteur de munitions. La moitié avait disparu. Il lui restait environ 6 secondes de tir. Le temps restant. Les artilleurs anti-aériens étaient maintenant prêts à l'accueillir. Ils le suivaient alors qu'il tournoyait. Toutes les armes de l'île étaient maintenant pointées sur lui. Et lui seul. Revenir pour un second passage était presque un suicide. Il vira son Hellcat à l'envers et plongea quand même. Cette fois, le feu anti-aérien fut immédiat et intense. L'air autour de lui se remplit de traçantes, les fameuses bouffées noires de flaques si épaisses qu'il sentit même l'odeur de la poudre dans son cockpit. Il vira à gauche, puis à droite, sans jamais tenir une trajectoire droite plus d'1 seconde, essayant de déjouer la visée des canons.
Le L4 trembla sous plusieurs impacts. Le son du métal déchiré hurlait au-dessus du moteur. Cette fois, il visa les bombardiers de l'extrémité sud. Ses dernières munitions martelaient les avions, déchirant les surfaces de commande et perçant les réservoirs. Il vit un camion-citerne de carburant garé près d'un bombardier et dirigea son tir dessus. Le camion explosa avec assez de force pour renverser le bombardier à proximité sur le dos. Les explosions secondaires commencèrent immédiatement. Le carburant brûlant du camion se répandit vers des caisses de munitions empilées, qui détonèrent en une série rapide d'explosions. L'armement des bombardiers, chargé pour attaquer les Marines, explosa. L'intérieur des avions fut déchiré. En quelques instants, la rangée sud brûlait aussi violemment que la nord. Les mitrailleuses de Stout se turent. Elles étaient vides. Il avait tiré toutes ses cartouches. La mission était terminée. Il tira sur les commandes. Le L4 semblait lent et mal réactif. Les surfaces endommagées lui rendaient la tâche difficile. D'autres voyants d'alerte s'allumaient comme un sapin de Noël. Quelque chose fuyait, laissant une fine traînée de fumée. Mais en dessous de lui, tout l'aérodrome était un brasier. Chaque avion, chaque baril, chaque structure était consumée par les flammes. La menace avait disparu en 8 minutes de plongée. Pour s'échapper, un seul homme venait d'éliminer à lui seul toute la menace aérienne japonaise sur l'invasion de Peleliu. Il lui restait maintenant à survivre au vol de retour. Il pointa le L4 endommagé vers l'océan ouvert et le ramena péniblement vers l'USS Hornet. L'hydraulique défaillait, rendant les commandes lourdes comme du béton. La pression d'huile baissait. Il n'était pas sûr que le train d'atterrissage puisse même se déployer, mais au moins le moteur, ce magnifique Double Wasp, fonctionnait toujours. Le retour lui sembla plus long que l'attaque. L'adrénaline s'estompa, remplacée par la froide et crue prise de conscience de ce qu'il venait d'accomplir. Il avait désobéi ouvertement et délibérément aux ordres. Au lieu de prendre des photographies et de revenir comme il avait été ordonné, il attaqua seul un terrain d'aviation entier et revint avec un avion qui semblait avoir passé au travers d'une râpe à fromage. Un conseil de guerre était une possibilité bien réelle, tout comme se faire réprimander par chaque officier entre lui et l'amiral. Mais l'alternative, l'image de ces 40 avions massacrant les Marines dans l'eau, aurait été pire que toute punition que la marine pourrait infliger. Cette histoire est compliquée, et beaucoup des hommes ayant combattu à Peleliu estimaient que la bataille elle-même, qui suivit cette attaque, était stratégiquement inutile. Quelles sont vos réflexions sur la campagne de Peleliu ? Était-ce une étape vitale ou une tragique erreur ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous et apprécions la perspective de ceux qui connaissent cette histoire. Enfin, la silhouette familière de l'USS Hornet apparut à l'horizon. Ce n'était pas un porte-avions ordinaire, c'était le CV-12, le navire le plus combatif de la marine. Il avait été nommé en souvenir du CV-8, le porte-avions perdu lors de la bataille de Santa Cruz, le même navire qui avait lancé le raid Doolittle. Le nouveau Hornet CV-12 avait combattu sans cesse des Mariannes aux Philippines. C'était une légende, et elle était de retour à la maison. Mais l'atterrissage sur un porte-avions est souvent décrit comme un crash contrôlé, même les jours favorables. Atterrir avec un appareil lourdement endommagé, avec des systèmes hydrauliques défaillants et une intégrité structurelle incertaine, était un cauchemar. Stout contacta la tour. Il expliqua sa situation. Avion très endommagé, incertain concernant le train d'atterrissage, demande un atterrissage prioritaire. Le porte-avions, une ville de 3000 hommes, vira face au vent et dégagea le pont. Stout actionna le train d'atterrissage. Les lumières sur son tableau indiquaient que le train était déployé, mais une roue du côté tribord ne se verrouillait pas. Elle risquait de s'effondrer à l'impact. Il n'avait pas le choix. Il vint à grande vitesse. L'officier en charge des signaux d'atterrissage, le LSO, le guida avec ses pagaies. Stout visa le pont. Luttant contre des commandes défaillantes, il s'écrasa durement sur le pont en bois, assez fort pour déformer du métal, et son crochet de queue accrocha le deuxième câble d'arrêt. Le câble se tendit brutalement, le projetant en avant dans ses sangles tandis que le L4 s'arrêtait violemment.
Les équipes du pont entourèrent immédiatement l'avion. Les pompiers, prêts à intervenir, s'arrêtèrent, choqués par les dégâts. La queue était déchiquetée. Le fuselage présentait plus d'une douzaine de trous, certains gros comme un poing d'homme. La peinture était noircée, brûlée par des explosions traversées. Stout se défit de ses sangles, tremblant, et descendit du cockpit. Il se retrouva face à une foule d'officiers. Le chef de l'aviation était là, avec une expression furieuse. Le commandant de l'escadron aussi. L'officier de renseignement était présent. Il n'était pas content. Le chef de l'aviation exigea de savoir pourquoi il était revenu avec des dommages de combat lors d'une mission de reconnaissance. Le commandant d'escadron voulait savoir pourquoi il avait rompu le silence radio et affronté seul l'ennemi. L'officier de renseignement, tenant son rapport inutile, voulait comprendre ce qui s'était passé à Peleliu. Le rapport de Stout était simple. Le terrain d'aviation n'était pas abandonné, disait-il. Il était rempli d'avions, au moins 40, préparant une attaque contre la flotte d'invasion. Les officiers le regardaient, incrédules. L'officier de renseignement lui demanda de répéter le nombre. 40 avions détruits par un seul pilote. Cela semblait impossible, une fantaisie. Mais la preuve, en fait, se trouvait dans la caméra qu'on lui avait envoyée utiliser. La caméra automatique fonctionnait pendant sa première attaque, et les photos de reconnaissance prises par un autre vol le jour suivant confirmaient le reste. Le terrain d'aviation nord à Peleliu avait été complètement détruit. Pas un seul avion n'était opérationnel. Les photos aériennes montraient les carcasses brûlées de 40 avions japonais, éparpillés sur un tarmac noirci. Les dépôts de carburant étaient des cratères, et les structures étaient des ruines. En 8 minutes, Cowboy Stout avait accompli ce qu'une escadrille complète de bombardiers aurait pu échouer à faire. Les officiers de renseignement déchirèrent leurs anciens rapports et révisèrent leur estimation de la puissance aérienne japonaise à Peleliu. Au lieu de faire face à 40 avions le jour J, les Marines atteindraient les plages avec une supériorité aérienne complète et totale. La menace aérienne japonaise avait été éliminée par un pilote qui avait refusé de suivre les ordres. La marine n'inculpa pas Robert Stout. Au lieu de cela, elle lui décerna la Navy Cross, la deuxième plus haute décoration pour bravoure en combat, juste derrière la Medal of Honor. La citation saluait son héroïsme extraordinaire et son esprit de combat agressif en attaquant seul une force ennemie largement supérieure. Sa décision d'engager le combat avait directement sauvé des vies américaines, et cette aide leur serait nécessaire. La bataille de Peleliu, commencée le 15 septembre 1944, fut brutale malgré tout. Les Marines débarquèrent et firent face immédiatement à certains des combats les plus intenses et fanatiques de tout le Pacifique. L'échec du renseignement fut bien pire que les seuls avions. Ils avaient sous-estimé les 10 000 défenseurs d'élite japonais. Ils avaient manqué les nouvelles tactiques de défense en profondeur, où les Japonais ne lançaient plus de charges banzai, mais se retranchaient dans 500 grottes fortifiées et bunkers en béton, tous reliés par des tunnels. Ils avaient transformé les crêtes coralliennes de l'île en une forteresse qu'il fallait conquérir 1 mètre sanglant à la fois. Les planificateurs croyaient prendre l'île en 4 jours, mais la bataille dura plus de 2 mois. Elle coûta plus de 6500 pertes à la première division de Marines au total. Près de 2000 vies américaines furent perdues pour sécuriser cette petite île. Ce fut un enfer sur Terre. Pourtant, sans l'attaque de Stout, les pertes auraient été bien pires. Ces 40 avions japonais auraient attaqué pendant les heures les plus vulnérables de l'invasion. Les historiens militaires, examinant des débarquements similaires, ont calculé que l'attaque en solo de Stout sauva probablement entre 500 et 1000 vies de Marines dès le premier jour. Ces 8 minutes de combat accomplirent ce qu'un groupe aérien entier aurait pu réaliser. Et il le fit au moment critique où les Japonais pouvaient encore disperser leurs avions et les cacher. Après la guerre, Cowboy Stout retourna en Californie et vécut tranquillement, comme beaucoup de sa génération. Il parlait rarement de ce qu'il avait fait à Peleliu. Ses enfants grandirent en sachant que leur père avait servi dans le Pacifique, mais ne découvrirent les détails complets que des décennies plus tard. La Navy Cross, deuxième plus haute décoration nationale, reposait dans un tiroir, non exposé sur aucun mur. Ses amis le décrivaient comme un homme mal à l'aise avec l'attention ou les louanges. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il avait fait, il minimisait l'affaire. « J'ai vu des avions à détruire, alors je les ai détruits », disait-il. N'importe quel pilote aurait fait pareil. Mais ce n'est pas vrai. La plupart auraient suivi les ordres,
La plupart auraient radiocommandé et laissé le commandement gérer la situation par les voies habituelles. Cette approche bureaucratique et prudente aurait donné aux Japonais le temps nécessaire pour disperser ou lancer leurs avions. La volonté de Stout de désobéir à un ordre direct, de faire confiance à son propre jugement, à ses propres yeux, fit toute la différence. Son histoire resta largement inconnue en dehors des cercles de l'aviation militaire, jusqu'à ce que des historiens redécouvrent les rapports de mission des décennies plus tard, en croisant sa citation pour la Navy Cross avec les rapports japonais post-bataille et les photos aériennes. Ils réalisèrent toute la portée stupéfiante de son exploit. Un homme, un avion, 8 minutes, 40 avions ennemis détruits, 1000 vies américaines sauvées. L'attaque démontra une vérité étudiée par les stratèges militaires à ce jour. La valeur de l'initiative à l'échelle tactique. Stout ne pouvait pas savoir avec certitude que sa décision était la bonne. Il devinait les plans japonais, pariait que son évaluation de la menace était exacte, mettant sa vie en jeu pour exécuter l'attaque. Tout dans la situation fonctionnait pour la prudence. Suivre les ordres, faire un rapport, laisser un supérieur prendre la décision. Mais Stout comprenait une vérité fondamentale du combat. Parfois, la personne au sol ou dans les airs, voyant la situation de ses propres yeux, possède un meilleur jugement que des commandants regardant des cartes et des rapports anciens à des kilomètres de là. Sa volonté de faire confiance à sa propre évaluation, même en désobéissant à un ordre direct, incarnait le principe de l'intention du commandant. La marine ne lui avait pas ordonné d'attaquer ce terrain d'aviation, mais elle l'avait envoyé protéger la force d'invasion. Il comprenait l'intention de sa mission, visant à garantir la sécurité de la flotte, et lorsque les circonstances au sol changèrent, il s'adapta pour servir cette intention, pas uniquement les mots littéraux de ses ordres. La marine reconnut cela en lui décernant la Navy Cross plutôt qu'en le traduisant en conseil de guerre. Elle affirma que le respect rigide des ordres face à une réalité changeante aurait été un mauvais choix. La désobéissance de Stout fut en fait la plus haute forme de respect de l'objectif véritable de la mission. Les pilotes de chasse modernes étudient encore aujourd'hui l'attaque de Stout dans les cours tactiques, non seulement pour ses compétences au pilotage, mais aussi pour sa prise de décision sous pression. L'armée enseigne que suivre les ordres à la lettre peut faire manquer une occasion fugace qui ne se représentera pas. Son attaque montra aussi une parfaite priorisation des cibles. Il ne gaspilla pas ses 12 secondes de munitions à tenter de détruire 40 avions un par un. Il identifia les bidons de carburant comme la vulnérabilité critique et l'exploita. Une balle au bon endroit fit plus que 1000 balles mal placées. Son approche sous plusieurs angles, venant bas et vite pour minimiser son exposition, démontra une sophistication tactique et surtout, il sut quand s'arrêter. Après avoir épuisé ses munitions, il s'en alla. La mission était accomplie. Rester plus longtemps aurait été un risque inutile. Toutes ces décisions se prirent en quelques secondes, sous le feu, sans temps pour la réflexion. C'était l'entraînement, l'instinct et un profond sens du devoir. Robert Cowboy Stout mourut en 2005, à l'âge de 89 ans. Sa famille partagea enfin son histoire publiquement, et des historiens militaires se hâtèrent de préserver les détails avant leur perte. Les rapports de mission, les photos et la citation confirmèrent ce qui semblait presque trop dramatique pour être cru. En définitive, l'attaque de Stout à Peleliu reste l'un des coups en solo les plus réussis et impactants de l'histoire de l'aviation navale. Aucun autre pilote n'a détruit autant d'avions ennemis en une seule mission durant toute la Seconde Guerre mondiale. Les Marines qui débarquèrent sur ces plages 3 jours plus tard ne le surent jamais. Ils ne surent jamais qu'un seul pilote de la marine avait désobéi aux ordres pour leur sauver la vie. Ils savaient seulement que le ciel au-dessus d'eux était dégagé. Ils se battirent, saignèrent, et moururent sur cette île corallienne, affrontant des défenseurs japonais retranchés dans des positions fortifiées qui transformaient chaque mètre carré en une nouvelle bataille. Mais au moins, ils ne furent pas attaqués par 40 avions les mitraillant alors qu'ils tentaient de gagner le rivage. Parfois, la chose la plus héroïque qu'un soldat ou un marin puisse faire est de refuser d'obéir à un ordre, non par rébellion, mais parce que la situation au sol exige une action. Cette procédure rigide aurait empêché cela. Stout comprit cela instinctivement lorsqu'il fut confronté au choix entre faire ce qu'on lui avait dit et faire ce qui devait être fait.
il choisit la mission plutôt que les ordres. Son héritage vit dans chaque cours tactique, qui enseigne l'initiative plutôt que l'obéissance, et la confiance dans le jugement des hommes au front. Si cette histoire de courage incroyable vous a touché, pensez à la partager avec un ami ou un proche qui l'apprécierait également. C'est ainsi que ces histoires vivent.